Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi tous les mardis avec Nicolas Leroy qui est avec nous, DRH du groupe Fiducial et patron du cabinet Ficoba. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Avec un sourire. Bonsoir Cécile. On dirait que il se passe. Il y a un problème ? Vous avez mal dormi ou quoi ? C'est le retour de week-end. C'est le retour de week-end, dit-il un mardi. Voilà, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. Le rôle, c'est ce qu'on va évoquer ce soir, le rôle des pharmaciens qui ne cesse d'évoluer. En 2025, l'officine devient donc plus que jamais un pilier de proximité dans les parcours de soins. Accompagnement, prévention, outils numériques, les nouvelles missions confiées aux pharmaciens traduisent la reconnaissance de leur expertise, mais aussi l'ampleur des enjeux auxquels ils feront face. On va en parler jusqu'à 20h. Avec nos invités. Les vraies voix Sud Radio. Nos invités pour en parler, Hervé Jouve, président de IG31, qui est un groupement de pharmacie et de parapharmacie, mais qui est également vice-président de Fédergie, syndicat qui rassemble les groupements et enseignes de pharmacie. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Stéphane Soliski, qui est directeur général du groupement de pharmacie Lafayette, qui compte plus de 300 officines. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et enfin Cyril Tétard, qui est pharmacien à Villeneuve-d'Ascq, dans la pharmacie du Bizet, et président de Pharmacial, groupement d'achat pharmaceutique. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Déjà, petit état des lieux avec vous, Hervé Jouve, président de IG31, groupement de pharmacie et de parapharmacie. C'est un groupe assez important, puisque vous avez énormément de salariés. Quel est votre domaine de compétences exactement ? Notre domaine. Alors d'abord, on a des enseignes, des groupements régionaux et une activité d'e-commerce. On n'a pas juste un groupement, en fait. Voilà, on va dépasser les 4 milliards de chiffre d'affaires cette année, donc c'est assez large. Nous, notre métier, en fait, c'est de pouvoir accompagner le pharmacien pour pouvoir faire correctement son métier de pharmacien tous les jours, en tenant compte de toutes les évolutions sociales, sociétales, environnementales, économiques, puisqu'il faut acheter, il faut respecter la réglementation. Voilà. Et nous, on est là pour lui simplifier la vie, au travers de conditions d'achat, au travers de formation, au travers de marques propres, au travers de plein de choses. D'un autre côté, avec vous, Stéphane Soliski est avec nous, un directeur général du groupement Pharmacie Lafayette. Là, pour le coup, c'est pareil, vous êtes un petit peu partout en France, à peu près 300 officines aujourd'hui. Un peu plus de 330. 330. Officines, alors on se parle exactement, et on en ouvre une petite quarantaine par an, donc ça avance pas mal. Voilà. Et le dernier, Cyril Tétard, qui est avec nous, pharmacien à Roubaix. Donc vous êtes vraiment à Villeneuve-d'Ascq, pardon. Et vous êtes vraiment un homme de terrain et président de Pharmacial, groupement d'achat pharmaceutique. C'est important d'avoir un double rôle finalement quand on est pharmacien. Dans mon cas, très très rapidement, quand je me suis installé, je voulais développer la pharmacie, je voulais améliorer les choses. Moi, je suis pharmacien installé depuis 2007. J'ai créé mon groupement Pharmacial en 2009. Aujourd'hui, nous sommes 150 adhérents, nous sommes uniquement dans les Hauts-de-France. Et notre but chez Pharmacial, c'est de permettre aux pharmaciens de rester au comptoir. On va voir ensuite tous les nouveaux services que l'on met en place. Et donc d'aider les pharmaciens à, si vous voulez, se concentrer sur leur travail, éviter de faire les tâches annexes, administratives et financières. Alors revenons justement sur petit état des lieux des pharmaciens en France. Qu'est-ce qui peut nous répondre, Hervé Jouve, de se dire que si on fait un état des lieux, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de pharmaciens, que ça baisse un tout petit peu, mais ça progresse, mais assez lentement. On en est où aujourd'hui ? Alors, il y a 19 500 pharmacies. L'année dernière, donc 2024, c'est l'année où il y a eu plus de fermetures de pharmacies, 290. Qu'on explique comment ? Alors, qu'on explique comment des pharmacies qui ont eu des problèmes économiques, parce que l'économie de l'officine reste compliquée. On parlait un peu hors antenne tout à l'heure en disant le pharmacien, c'était le notable de la ville il y a un certain nombre d'années. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, comme toutes les professions, ils luttent en permanence pour essayer de vivre et d'apporter la meilleure qualité de service auprès de sa patientèle. Alors justement, je vois que vous avez créé des groupements. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, pour survivre pour une petite pharmacie, d'être accompagné justement par un groupement comme le vôtre ? 94% des pharmaciens aujourd'hui sont groupés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans groupement. Le pharmacien, il a été formé à la chimie du médicament. Par contre, il n'est pas formé à la gestion, il n'est pas formé aux nouvelles techniques. Vous voyez, en ce moment, on parle beaucoup des biosimilaires, qui est une nouvelle approche pour le pharmacien. Si on ne le forme pas, le pharmacien n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir le faire par lui-même. Et les groupements
dans leur métier, c'est aussi d'apporter cette formation-là qui va leur permettre en fait d'être toujours en fait au goût du jour et à la pointe vis-à-vis des clients patients. Et de faire leur métier, et de faire correctement le métier qui évolue énormément, parce qu'entre le pharmacien que nous connaissions il y a une vingtaine ou trentaine d'années qui distribuait ou délivrait une ordonnance et qui s'occupait aussi de la bobologie, aujourd'hui le métier est en train est révolutionné d'ailleurs, hein. Il n'est pas en train de changer. La pandémie a été un accélérateur très très fort dans le changement de ce métier-là. Alors justement Stéphane, est-ce que vous pensez que ça va être la fin du pharmacien, on va dire notable dans sa campagne, et est-ce qu'on va se diriger vers une autre pharmacie? Alors, pharmacien et notable, je ne pense pas que ça aille de pair, hein, puisque comme l'a rappelé Hervé, c'est presque tous les jours l'année dernière qu'une pharmacie a fermé en France. Donc on est quand même confronté sur l'officine aujourd'hui à un changement de paradigme, à un modèle économique qui évolue, on va y venir autour des nouvelles missions. Et fermé et pas repris, c'est ça qui est... Alors oui, parce que c'est le rideau qui se ferme. Bon. Donc, alors, quand le rideau d'une pharmacie se ferme, qu'est-ce qui se passe? Il y a des patients qui n'ont plus accès, à côté de chez eux, à la santé de proximité. C'est un vrai problème de santé publique et ça fait partie des soucis potentiellement de déserts médicaux. Et nous, on y reviendra tout à l'heure, on est plutôt une solution face à ça. Je vais vous parler 2 minutes, tout de même, de Pharmacie Lafayette, parce que c'est vrai qu'au sein du groupe IJ31, dont Hervé est le président, on a un rôle un peu particulier. Il y a un rôle un peu particulier. Les groupements, on va dire, dans leur version la plus traditionnelle, s'équipent pour mettre ensemble des conditions d'achat et de référencement. Donc on va dire que ça, c'est un peu le service minimum. Et nous sommes, avec Pharmacie Lafayette, exactement à, non pas l'opposé, mais on va dire à la version la plus aboutie du service, puisque ce qu'on promeut auprès de nos adhérents, c'est une enseigne. Et alors là, je m'en remets à ce qu'on connaît tous, quand on va et quand on choisit une enseigne, que ce soit dans le textile, dans la restauration, etc., vous y venez parce que vous la connaissez, et puis parce que vous savez ce que ça fait pour vous. Eh ben non, nous on propose à nos adhérents, aux pharmaciens qui nous rejoignent, de souscrire à cette proposition, et donc on leur propose une boîte à outils qui leur permettent de réaliser pleinement tout le potentiel de notoriété et d'image et de performance de l'enseigne. Donc vous voyez que c'est déjà intéressant, parce que ça veut dire qu'au sein du groupe IJ31, on a une solution pour les pharmaciens qui ne souhaitent pas d'enseigne, qui souhaitent adhérer à un groupement, et puis une autre, non pas à l'opposé, mais on va dire symétriquement, beaucoup plus intégrée. Oui. D'ailleurs, dans le groupe, en fait, notre volonté, c'est d'apporter la santé pour tous et partout. Et donc c'est en cela que les enseignes ou les groupements régionaux répondent à cet objectif pour éviter les déserts médicaux. Sur les 300 pharmacies, il y a une partie de pharmacies en fait qui n'ont pas trouvé de repreneur, et quand on ne retrouve pas de repreneur, on ferme. C'est une catastrophe. Voilà. Et dans la pyramide des âges, on sait qu'aujourd'hui l'âge moyen c'est à peu près 46 ans, sont principalement des femmes, 60% des pharmaciens sont des pharmaciennes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de pharmaciens à plus de 60 ans. Je crois qu'il y a 16 ou 17% des pharmaciens qui ont plus de 65-66 ans. Et donc, ce sont des pharmaciens qui ne trouvent pas des relais ou des gens qui vont pouvoir prendre leur suite. Donc, avec le risque donc, de développer ou d'accentuer malheureusement les déserts médicaux. Cyril Tétard, dans votre secteur d'actifs, en tout cas dans votre région, est-ce que vous sentez quand même que la région est un peu pauvre en pharmacie? Est-ce que vous êtes plutôt bien achalandé sur ce sujet-là? Ça dépend des... Nous, on est sur 5 départements. Le département du Nord, il y a 950 pharmacies, donc il y a beaucoup de pharmacies. C'est une grosse région. Ça fait combien de pharmacies par personne? Enfin, par habitant, vous voulez dire? Par habitant, pardon. À peu près, c'est une pharmacie pour 3000, 3500 habitants. D'accord. C'est correct. C'est bien. Okay. En fait, pour bien comprendre, quand moi j'ai démarré la pharmacie en 2020, en 2000, il y avait à peu près 23 000 pharmacies. Aujourd'hui, il y en a 19 500, et en continuant comme ça, on va en avoir 17 500. Donc, on a un beau métier, un métier d'avenir, parce que les personnes âgées, il y en aura de plus en plus. On le sait avec le papy boom, de plus en plus de traitements, des traitements complexes. On va venir sur les nouveaux services, et le nombre de pharmacies baisse, parce que évidemment, il y a des problèmes économiques, mais aussi lié à ce problème économique, des pharmaciens qui se regroupent. Pour permettre d'être plus puissante et plus grosse. Donc vous avez des pharmacies qui, quand moi j'ai démarré, la pharmacie moyenne était à peu près 1 500 000, 1 400 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Aujourd'hui, on est quasiment à 2 millions. Et dans les années qui arrivent, on sera à 2,5 millions, 3 millions d'euros. On aura de plus en plus de grosses pharmacies. Malheureusement, avec ce problème économique, le maillage territorial va baisser. On aura de moins en moins de pharmacies. Donc il faudra faire de plus en plus de kilomètres. Et nous, groupement, notre but, c'est de permettre de
faire perdurer cette profession, parce que c'est sûr que, comme je dis toujours, dans nos régions, moi dans le Nord, il y a des pharmacies, en Ile-de-France, tous les 100 mètres, vous en trouvez une. Vous allez en Dordogne, dans le Périgord, vous allez dans le Cantal. C'est plus compliqué. Il faut faire 10-15 km. Donc une personne âgée qui n'a pas la possibilité de se déplacer, pour elle, ça sera très compliqué. Allez, on fait une petite pause, on reviendra dans un instant et on va dérouler un peu les nouvelles missions version 2025 des pharmacies. Allez, on fait une pause et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec un métier qu'on aime beaucoup, les pharmaciens et les pharmaciennes, bien entendu, puisque visiblement elles sont en majorité en France. Avec nos invités ce soir, Hervé Jouve qui est avec nous, président de IJ 31, groupement de pharmacie de la femme et de parapharmacie, et vice-président de Fédergie, qui est syndicat qui ressemble les groupements des enseignements de pharmacie. Vous avez tous les invités qu'on a, ils ont toujours des trucs à rallonge, c'est dingue. Hein. Stéphane Solinski est avec nous, directeur général du groupement pharmacie Lafayette, et Cyril Tétard, pharmacien à Villeneuve-d'Ascq. Vous avez vu cette fois-ci, on est bien, et président de Pharmacial, groupement d'achat pharmaceutique. Un petit mot sur ce métier de vocation. À la base, on a l'impression que les choses se perdent un petit peu. Hein. C'est comme les médecins. Il y a un rôle social chez les pharmaciens. Ah oui, il y a un rôle social. Je ne crois pas qu'il y ait une perte de vocation, parce que c'est quand même des études longues. S'il y a moins d'officines, c'est qu'il y a moins de pharmaciens, dans l'absolu. Oui et non, c'est-à-dire que oui, parce que les pharmaciens choisissent peut-être d'aller dans des zones un peu comme les médecins, vous savez, le numerus clausus permet aujourd'hui de pouvoir s'assurer du maillage, mais par définition vous essayez d'aller dans une zone où il y a une population plus importante et sur laquelle votre chiffre d'affaires, ou en tout cas la fréquentation de votre pharmacie, va être aussi plus importante. C'est pas le même genre de vocation que j'évoquais en fait. Là on est plutôt sur la vocation du chiffre d'affaires plutôt que du... Mais parce que le chiffre d'affaires permet aussi de faire vivre la pharmacie, d'embaucher du personnel et donc de pouvoir mener à bien toutes les missions. C'est sûr que dans certaines zones avec des petites pharmacies, quand vous êtes seul ou à deux, c'est extrêmement difficile de tout faire. Alors j'avais une question moi sur le rôle du pharmacien aujourd'hui. Bon, c'est des études, comme vous l'avez dit, qui sont longues, proches on va dire, de près de 6 ans de médecine. 6 ans. Et je trouve que le rôle du pharmacien n'est pas forcément valorisé à la hauteur du niveau des études. Il est parfois un peu cantonné au rôle de, pas distributeur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer justement ce rôle, notamment pour les soins un peu qui encombrent les généralistes ? Alors, c'est tout à fait le cas. Moi, je suis dans cette profession depuis 12 ans. Voilà, j'ai pris la tête de ce groupe il y a 12 ans. Et effectivement, j'ai senti un complexe. Voilà, il y avait un complexe entre le pharmacien et le médecin généraliste. Aujourd'hui, en fait, c'est en train de s'inverser. Le Covid a changé des choses. Alors, le Covid a changé les choses. D'abord, on a donné beaucoup plus de responsabilités aux pharmaciens. Il a été essentiel pendant la pandémie. Je vous rappelle qu'il a distribué les masques, il a fait des tests antigéniques, il a fait de la vaccination. Il s'est jamais défilé. Il a toujours été là quand il fallait, avec des horaires d'ouverture, un travail de dingue, des gens en plus pas toujours très agréables, mais on peut le comprendre à ce moment-là. Ils ont fait un boulot remarquable, voilà. Mais depuis la pandémie, effectivement, leur champ s'est élargi et ils sont en train de devenir les premiers relais santé des villes, des campagnes, des quartiers. Est-ce qu'il ne pourrait pas justement, pour les prescriptions, vous savez, qu'on renouvelle, parfois on est obligé d'aller voir son médecin, on se demande pourquoi. Est-ce que le pharmacien, justement, avec son niveau, ne pourrait pas justement se substituer à ce rôle ? C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Regardez, il ne pouvait pas vacciner. Aujourd'hui, il vaccine voilà, sur tous les rappels. Il ne pouvait pas prescrire. Il arrive aujourd'hui à prescrire. Il ne pouvait pas faire de tests aujourd'hui, tests cystite, angine aujourd'hui. Voilà. Dans certaines zones où il y a un déficit de médecins aujourd'hui, via des arbres décisionnels, il y a des tests qui font que le pharmacien prescrit. On peut mettre aujourd'hui des cabines de téléconsultation dans les pharmacies où on a un accompagnement vers un médecin. Donc c'est en train de muter et plus on va avancer, d'ailleurs pas que le pharmacien, vous avez vu que ces derniers jours, les infirmiers ont pu aussi récupérer d'autres missions. Donc ce paysage de la santé est en train d'évoluer favorablement. Et pour les clients patients, l'avantage d'une pharmacie, c'est que du lundi au vendredi, de 8h à 20h, c'est sans rendez-vous. Donc on aura une interaction beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, sans être obligé de prendre des rendez-vous à X temps pour pouvoir avoir un conseil. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer le propos d'Hervé sur les nouvelles missions. Alors c'est vrai que Pharmacie Lafayette, vous l'avez compris, c'est une enseigne. Bon, donc on a une proposition qui mixe le médicament et donc la santé et aussi la parapharmacie. Pour autant, on a aujourd'hui 60%
de notre réseau, des 330 officines, qui sont équipées, par exemple, de cabines de télémédecine. D'accord. Donc, ce qui est quand même très notable, c'est à peu près 2 fois le chiffre du marché. Donc, on est très en avance là-dessus. Et pourquoi ? C'est parce qu'on veut créer ce réflexe. Qui est un vrai service en plus. Mais oui, qui est un vrai service en plus. En fait, on veut rendre le pharmacien comme étant l'interlocuteur sur tout le scope de la santé et du bien-être dans les déserts médicaux. Déserts médicaux, c'est à peu près 10 millions de Français. Alors, ça dépend un peu de la police ou des manifestants, mais entre 8 et 10 millions de Français qui sont concernés par les déserts médicaux. Donc, le pharmacien, là, avec la distribution qu'on fait sur la France et nos 330 pharmacies, a un rôle clé. Et une fois encore, je le dis, à proximité de la population et des patients. Parce que les très grandes pharmacies, c'est super. C'est super. Mais quand il faut faire 15 minutes de voiture pour s'y rendre, et quand vous êtes une grand-mère, quelqu'un qui peut avoir des problèmes de validité, quand vous êtes une jeune maman, c'est quand même mieux d'avoir à côté de la maison. Et donc, le format de proximité est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés. J'insiste là-dessus. On voit beaucoup XXL en ce moment et tout. Donc, c'est super, c'est très grand. Nous, on préfère faire des formats qui soient duplicables pour justement, comme le disait Cyril tout à l'heure, sauvegarder cette proximité et ce maillage territorial. Oui, mais les groupements ne vont pas justement casser un peu ce maillage, parce que vous allez vouloir être de plus en plus gros, justement. Alors, je te laisserai la parole après, mais pas pour ce qui nous concerne, parce que nous, on fait un peu moins de 300 mètres carrés en moyenne dans le zoo. Alors, bien sûr, il y en a des plus grandes, mais aussi des plus petites. Ce qui nous rend tout à fait compatible avec la pharmacie dite traditionnelle. Et Cyril, je pense aux pharmacies que toi tu peux représenter, qui parfois peuvent être motivées par, on va dire, changer un peu de modèle ou de référentiel, et à ce moment-là venir chez nous. Si jamais notre taille n'était pas compatible avec ça, ce serait impossible. La pharmacie pourrait fermer le rideau, on se déplacerait dans une galerie commerciale, et fin du maillage territorial. Ouais, c'est ça. Cyril Tétart, ce qui est important aussi dans ces officines de proximité, c'est le temps qu'on passe avec certaines personnes. C'est vrai que plus la pharmacie est grande, et on a l'impression que plus on est traité, parce que assez rapidement. Et là, est-ce que ça reste quand même un moment important de se dire, il faut qu'on prenne le temps avec les patients ? En fait, ce qui est important, c'est que la majorité des pharmacies sont quand même entre guillemets, des petites pharmacies. Elles font entre 2 millions, 2,5 millions. Les grosses pharmacies XXL, il y en a quand même très peu. Donc nous, notre but, c'est de permettre que cette pharmacie passe le plus de temps, les pharmaciens passent le plus de temps dans leur pharmacie auprès de leurs patients, avec leur équipe, plutôt de passer du temps avec les laboratoires, à chercher des formations, à chercher choses administratives, juridiques. Raconte ton anecdote de tout à l'heure. Mon anecdote de tout à l'heure. Attention, parce qu'il vous reste 1 minute 20. Je vais le faire très vite. La semaine dernière, j'étais au comptoir, il y a 2 semaines, il y a un jogger qui arrive à la pharmacie, il était 19h15, et il me dit, j'ai un truc sur la cuisse, je pense que c'est un tic. Bon, je regarde, j'ai vu que tout c'était un tic, je lui ai retiré le tic en 2 minutes. Et le gars, il est très très content. Il me dit, c'est super, j'arrive à 19h15, je sors de mon jogging, j'ai un tic, vous me l'avez retiré. Il m'a pris le tic alors que je lui facturais pas. C'est un service que je lui rendrais. C'est ça l'intérêt du métier de pharmacien. C'est les auditeurs. Justement, on ne devrait pas le valoriser parce que mais en fait, les auditeurs qui nous écoutent, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est que le métier de pharmacien, je trouve que c'est un super métier par rapport à plein de métiers. C'est que vous êtes en même temps professionnel de santé et en même temps vous avez une activité de chef d'entreprise. Donc vous pouvez avoir plein de facettes différentes et vous vous ennuyez pas dans une journée. Quelqu'un qui est dans un cabinet ou un dentiste, mon père était dentiste, toute la journée dans la bouche des gens, c'est quand même très pénible. Nous, on a un métier très vaste. Ça dépend la bouche, je vous le dis tout de suite. Justement, est-ce que les pharmaciens qui ont des grosses pharmacies passent pas plus de temps à faire de l'administratif de toute façon, quand vous avez une pharmacie de plus de 4-5 millions d'euros, là, c'est évident que vous passez quand même beaucoup plus de temps à s'occuper de l'administratif. Allez, on fait une pause, on reviendra dans un instant et on parlera formation, parce que j'imagine qu'avec toutes ces nouvelles missions, il faut former tous ces gens-là. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Nous sommes avec ce sont un peu nos confidents, les pharmaciens en général. Hervé Jouve est avec nous, président de IJ31, un groupement de pharmacie et de parapharmacie, vice-président de Fédergie, ce syndicat qui rassemble ses regroupements et ses enseignes de pharmacie. Stéphane Solinski, directeur général du groupement Pharmacie Lafayette, et Cyril Tétart, pharmacien bien entendu à Villeneuve-d'Ascq et président de Pharmacial, qui est un groupement d'achat pharmaceutique. Si on parlait un peu emploi,
On parlait de vocation tout à l'heure, Hervé Jouve. Est-ce que quand même on est un petit peu dans un état pénurique aujourd'hui? C'est peut-être trop de dire pénurique, mais de se dire que finalement on recherche des nouveaux pharmaciens, des préparateurs, que le recrutement est un peu difficile. Alors effectivement, ça reste compliqué. Alors ça, c'est un petit peu détendu ces derniers mois parce que l'activité est un peu moins bonne. Donc l'activité étant moins bonne, il y a besoin de moins de pharmaciens. Mais oui, il y a une pénurie pendant la pandémie et après la pandémie, tout le monde l'a cherché. Et la pénurie est aussi une pénurie de vocation. Parce qu'aujourd'hui, aller retrouver dans un Parcoursup la partie pharmacie qui était mélangée dans un bonneteau fourre-tout de santé, c'était très difficile. En 2023, il manquait 1300 personnes en études de pharmacie. L'année dernière, je crois que c'était encore 300 personnes. Donc, voilà. Et de plus en plus de jeunes aussi. Donc ça s'améliore. Alors ça s'améliore, mais il y a aussi en parallèle beaucoup de jeunes qui vont faire leurs études à l'étranger. J'ai été surpris de voir qu'à Madrid, il y a des étudiants français qui vont à Madrid, en Belgique, en Roumanie, faire des études pour pouvoir après venir exercer en France. Alors j'ai appris qu'au concours général de santé, là, la pharmacie dégringolait dans les métiers de santé en termes d'attractivité pour les jeunes. Elle n'est pas. En fait, elle manque d'attractivité parce qu'on maîtrise mal ce métier qui est un métier magnifique. Vous imaginez quand même que demain, avec tout ce qu'on vient de dire avant sur la prévention, c'est un rôle essentiel. Grâce aux pharmaciens, on va éviter des maladies, on va éviter des décès, on va être beaucoup plus dans cette médecine dite préventive. Donc c'est un magnifique métier à porter. Alors ce que je voulais savoir, moi, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour rendre ce métier un peu plus attractif, parce qu'il a eu ses lettres de noblesse. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une crise des vocations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour inciter les jeunes à faire ça? En parler et faire témoigner des pharmaciens, parce que ceux qui en parlent le mieux, une fois encore, c'est ceux qui sont au comptoir. Communiquer. Testimonial. Il faut en parler. Et parler de vraies expériences. C'est vrai que le TIC, moi j'ai des expériences et un témoignage de quelques jours d'un de nos pharmaciens. Qui est dans une toute petite commune et qui a lancé, par exemple, en pilote, c'est-à-dire qu'on fait des tests pour voir si on déploie plus tard, un service dont la vocation est de détecter des mélanomes. D'accord ? Voilà. Bon. Donc, c'est quelque chose qui est assez exploratoire, qui va pas tarder d'arriver. Mais quand on voit l'incidence ou l'impact plutôt sur la probabilité de survie de quelqu'un qui a un mélanome qui est détecté trop tard, il me disait, ce pharmacien, qu'il avait probablement, durant la phase pilote, qui a duré 2 mois, sauvé au moins 2 personnes. Parce que c'était déjà... C'était à temps, mais juste à temps, il ne fallait pas attendre. Et quand vous voyez les délais, malheureusement, d'attente pour faire ce type de détection, c'est une illustration très claire et qui est vitale, ou létale plutôt, de l'impact de la mission. Donc ça, on le pense, ça peut susciter des aspirations pour ce type de métier. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne sont pas là juste pour vendre ou porter des boîtes de médicaments. Délivrer des ordonnances. L'élargissement des missions, par exemple, pour leur donner la possibilité de faire d'autres métiers, d'autres activités, d'autres missions, mais c'est aussi au détriment d'autres choses. C'est-à-dire que plus on vous donne de choses à faire, d'abord il faut reformer les équipes, parce que quand je vois la liste là, des 7 évolutions majeures à anticiper pour 2025, je me dis, il y a quand même du pain sur la planche. Ça veut dire que comment vous allez faire si vous avez du mal à recruter pour former tous ces gens-là, même si ça va dans le bon sens, et c'est plutôt vachement bien. En fait, dans le recrutement, je trouve qu'on a du mal à recruter des préparateurs en pharmacie. Des pharmaciens, c'est plus facile. Et la délivrance des médicaments, aujourd'hui, les médecins leur demandent de moins prescrire. Donc la quantité de médicaments délivrés sur chaque ordonnance est plus faible. Donc avec le temps, il y aura de moins en moins de délivrance et on va passer de plus en plus sur une médecine de prévention. Donc on va passer d'une ordonnance classique à de la prévention. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter un véritable service. Et la prévention, c'est quoi? C'est de l'échange? La prévention, c'est par exemple de trouver des sarcomes sur des patients qui viennent. Ça peut être la prévention, éviter d'aller chez le médecin, par exemple, sur des tests angines, des tests cystites, la vaccination. Vous faites du jardinage, vous vous blessez. Au mieux maintenant d'aller chez le médecin pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème, est-ce que ma vaccination est à jour. Hop, je vais à la pharmacie, je regarde, bam bam, en 2 minutes, je fais mon vaccin. C'est déjà commencé par ça, c'est-à-dire que vous êtes au comptoir, il y a un moment incroyable dans la pharmacie. C'est le moment où vous êtes au comptoir, entre 4 yeux, dans moins d'1 mètre de large,
et que vous vous confiez au pharmacien. Ouais. Donc il sait un peu tout de votre santé et lui qui peut vous donner un conseil pour savoir si vous êtes à jour de vos vaccins, rien que ça a l'air d'être simple, Et on fait de la mais c'est un prévention. rôle Ouais. qui est tout à fait clé. Il y a une statistique qui disait que 70% du temps des titulaires était dédié à d'autres tâches que faire son métier. Aujourd'hui, on parlait des groupements, des enseignes. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter tous les éléments qui vont permettre de transformer ces 70% en temps utile comptoir. Mais est-ce que finalement vous n'êtes pas à la croisée du chemin entre l'américanisation où le pharmacien c'est un chef de rayon au fond d'une grande surface, ou alors est-ce qu'il reprend son rôle de soignant, on va dire. Je crois qu'il n'a pas aimé Non. chef de rayon. Non, mais chef de rayon, ça m'a Vous faites frappé. allusion dans le store. Non, mais ça m'a frappé aux Vous faites États-Unis. allusion à un drugstore. Oui, Ouais. mais Bon, c'est tout l'opposé. Mais on a- justement, mais pour ce qui nous en fait, concerne. Nous, on est plutôt modèle canadien. C'est Non. tout l'opposé. On n'a pas du tout ce modèle-là. Les Français sont très attachés à leurs pharmaciens, au contact, au service. C'est pas quelque chose qui est au fond d'un magasin où entre les chips, la bière et ainsi de suite, je vais au comptoir. Il y a vraiment un vrai travail de prévention. Et le futur, en fait, de cette médecine préventive est fait. On prend un exemple. Les femmes, détection en fait d'infarctus. Un infarctus chez un homme, c'est assez facile. J'ai mal au bras, j'ai mal au poumon, et puis bon, c'est à peu près là. Une femme, en fait, c'est tout l'inverse. Elle a mal au cou et elle a un sentiment aujourd'hui d'oppression. Une femme est traitée en moyenne 10 heures après un homme. Donc vous voyez, dans cette médecine dite préventive, on a un rôle énorme à jouer, nous les pharmaciens. Alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer. Voilà, ça c'est aussi le code de vous la avez la santé grande publique. distribution qui attend aussi de, Qui attend, de qui elle réfléchir. peut communiquer sur pas mal de choses. Et donc on ne sait pas dire aujourd'hui à la population, bah, venez dans ma pharmacie, il y a une cabine téléconsultation. Venez dans ma pharmacie, je peux vous faire ce test-là. C'est interdit aujourd'hui, voilà. Et donc on demande aussi parce que Pardon, c'est complètement con. Enfin, pardon, non, mais c'est absurde en fait, Tout à fait. puisque c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se dire qu'on déploie des missions et qu'il faut le faire savoir. eh ben on n'a pas le droit. Et- Oui. mais Voilà. c'est la Profession grosse, réglementée. c'est la grosse Exactement. problématique, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ne savent pas. Par exemple, là, nous, il y a le vaccin contre Ça le veut dire zona. que une fois qu'ils sont chez vous, vous pouvez pas leur dire en fait. Si, mais Ah oui, je ne sais d'accord. pas si une personne elle a une cystite, elle va pas forcément me le dire, elle va dire bon bah je vais chez mon médecin. Là aujourd'hui on fait tout un système de prévention sur le zona, par exemple papillomavirus. Le zona pour les personnes de plus de 65 ans, avec le nouveau vaccin qui est sorti, c'est 97% de personnes qui n'auront plus zona une fois qu'on est vacciné. Et je pense, quand vous avez le zona, je peux vous dire qu'une fois que vous l'avez, Ouais, vous ça êtes fait très content. très très mal. Ouais. Ouais, Mais regardez les urgences. Les urgences aujourd'hui, il faut les désengorger. Un patient saurait qu'il y a une téléconsultation dans la pharmacie ou que le pharmacien peut faire un certain nombre de choses. Vous auriez beaucoup moins de monde dans les urgences. Parce qu'en allant dans la pharmacie, j'aurai un contact avec un professionnel de santé en moins d'une demi-heure via la téléconsultation, voire même le pharmacien serait capable de prendre en charge. Oui, mais Moi, c'est j'en comme, suis- comme toujours la mais même c'est ça chose. qui est Quand important, on a c'est que- mal, on a mal à minuit. On n'a pas mal Oui, malheureusement. mais il y a les gardes. La pharmacien, il garde. Nous, une pharmacie est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a toujours un pharmacien, un diplômé en pharmacie qui peut vous accueillir. Et les gardes, comment ça se passe, toi, tu en fais? Oui, Et, ça dépend des régions. et donc, Chaque département, c'est C'est particularisé. quoi la nuit que tu passes pour une garde? Alors, moi, chez moi, c'est très tranquille. Je dois déranger 2-3 fois jusqu'à minuit. Mais t'as ton lit dans la Mais- pharmacie pour. Ouais, bien sûr. voilà. Mais il y a des pharmaciens qui peuvent être dérangés jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Ça peut être, alors, malheureusement, des fois pour des laits infantiles, pour des mal de gorge. Mais souvent, c'est pour je pense très souvent pour des enfants ou des gastro-entérites. Et tu ouvres la pharmacie. Et la pharmacie, bien sûr, est ouverte. 4h du mat, clic, clac. 4h du matin. Est-ce que sur la rémunération, là j'avais vu la réforme de la rémunération sur les objectifs de santé publique. Est-ce que ça peut être un levier aussi pour donner la possibilité à certains de se dire finalement, voilà, il y a des efforts qui sont faits, c'est-à-dire que oui, ça nous prend du temps, oui, c'est tard le soir et oui, c'est le samedi, mais au moins on a un peu plus de confort. Alors, j'ai parfois l'impression qu'on est le parent pauvre de la santé. Hein. Ouais. On est le parent pauvre parce que l'État doit faire des économies, et c'est bien normal pour pouvoir préserver un système de santé. Mais je prends un exemple. La vaccination. Avant, vous alliez chez le médecin, 25 €, vous repartiez avec une ordonnance, vous alliez à la pharmacie, vous récupériez votre vaccin, et puis une fois sur deux, en fait, il vous faisait payer encore 25 € pour pouvoir... Donc 50 €. Aujourd'hui, une pharmacien, il est payé 10 € pour le même acte. Donc vous voyez, 50 €, 10 €. Il y a quand même pas mal de... Il y a un gap. Il y a un gap. Et de plus en plus, en fait, de missions sont sorties, poussées vers les pharmacies.
et pour des rémunérations qui sont peu rémunérées. Donc ça pose un vrai problème économique, et là-dessus vous avez raison sur la pharmacie, parce que le pharmacien est obligé d'embaucher. Il est obligé d'embaucher s'il veut aujourd'hui faire correctement. Il est obligé de réaménager sa pharmacie aussi, parce qu'il faut des espaces de confidentialité qui n'existaient pas. Donc ce sont des frais. Donc ce sont des frais, des espaces santé là-dessus. Et là, on sent qu'il n'est pas accompagné, en tout cas l'État ne veut pas l'accompagner et ne veut pas l'aider en fait à anticiper plus rapidement son métier de demain. Allez, vous restez avec nous, on fait une dernière petite pause et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Avec Nicolas Leroy qui est avec nous. On est ravis d'accueillir Cyril Tétard qui est avec nous, pharmacien à Villeneuve-d'Ascq et président d'un groupement d'achat pharmaceutique qui s'appelle Pharmacial. Hervé Jouve, président de IJ31, groupement de pharmacie, de parapharmacie aussi, et vice-président de Fédergie, syndicat qui rassemble les groupements des enseignes de pharmacie, et Stéphane Solinski, directeur général du groupe Pharmacie Lafayette. On parlait de formation, parce que toutes ces missions et ce qu'il va falloir, Hervé Jouve, reformer une grande partie, en tout cas des pharmaciens, des préparateurs. Est-ce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors d'abord, le pharmacien, il a obligation de se former régulièrement. Voilà. Par contre, il y a des nouvelles missions. Si je prends par exemple les biosimilaires, aujourd'hui, donc qu'on explique, les biosimilaires, parce que tout le monde n'est pas au même niveau que vous. Donc le biosimilaire, en fait, c'est l'équivalent d'un générique d'un médicament vivant qui est fait à partir de souches biologiques. D'accord. Voilà. Et donc ça fait partie aussi des sources d'économie actées par le gouvernement, comme le générique peut l'être. Et là, quand vous lancez le biosimilaire, il faut reformer en fait tout le monde. Comme ça avait été le cas pour la vaccination, où les pharmaciens avaient dû se reformer leurs équipes. Voilà, donc il y a une formation permanente et une adaptation permanente. Alors là, on parle de métier, mais hors antenne, on parlait de compléments alimentaires ou autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le complément alimentaire est quelque chose qui s'est énormément développé dans le milieu de l'officine. Il faut en permanence être à jour et savoir conseiller efficacement son patient. Sur le terrain, oui. Ouais, je peux rajouter quelque chose, Hervé. La formation, en fait, vous sortez de la fac, vous avez 6 ans de formation, et ensuite vous avez une formation complémentaire en fonction des nouvelles missions. Alors vous regardiez tout à l'heure, il y a cette nouvelle mission, etc. C'est évident qu'il y a des nouvelles missions, mais elles tombent pas toutes en une fois. On a une première nouvelle mission, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et nous, groupement, chez IJ31, on a IJ Academy, qui est comme le nom l'indique, une société de formation, et qui permet à nos adhérents d'être formés, soit en présentiel, soit en e-learning, et sur toutes les nouvelles missions. Donc on peut former les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, et donc je pense que sur les vaccinations, par exemple, 95% des pharmaciens sont formés pour vacciner. Pareil avec vous, Stéphane Solinski, c'est pareil. Là, quand vous dites que vous avez la téléconsultation, quand on voit l'intelligence artificielle, il va bien falloir former tous ces gens-là. Alors oui, on les forme alors à distance idéalement, et encore mieux à côté de la pharmacie. Et en plus, on a l'avantage d'avoir 20 personnes, un peu plus de 20 personnes sur le terrain qui sont au contact en permanence des pharmaciens. Alors, c'est pas un acte de formation, mais c'est plutôt un acte de partage et d'accompagnement. Quasiment, ça fait une journée par mois où chaque animateur passe du temps avec le pharmacien, justement, voilà, pour l'aider. J'insiste sur un point, former, tout le monde a envie de se former. Le problème, c'est souvent, est-ce que tout le monde a le temps de se former? C'est ça. Le souci principal du pharmacien et de son équipe, c'est un souci de temps. On l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui est extrêmement riche, voire complexe. Il faut être extrêmement polyvalent, et quand vous avez 500, 600 passages au comptoir par jour, parce que c'est ça en moyenne ce que pèse une pharmacie Lafayette, vous avez un petit peu de mal pour trouver le temps nécessaire pour envoyer votre équipe en formation. Au moins, on ne s'ennuie pas, Cyril Tétard. On ne s'ennuie pas, je vous confirme. Non, on ne s'ennuie pas. Alors là, 600 pharmacies, c'est des grosses pharmacies, mais quand vous êtes une petite pharmacie, une pharmacie où vous faites 150, 180 patients par jour, ce qui est déjà pas mal. Vous imaginez un patient, l'écoute. Alors, des patients, ça va très vite, évidemment, mais des patients de maladies chroniques, quand c'est des problèmes oncologiques, des patients, quand on fait un TROD, par exemple, cystique,
site, ça prend un peu de temps, une vaccination, expliquer. Un patient qui arrive, vous avez quel âge, 65 ans, on peut vacciner pour le pneumocoque, je peux vacciner aussi pour le zona. Ah tiens, je savais pas, expliquez-moi. Ça prend du temps. Toutes ces nouvelles missions prennent du temps, mais comme je vous dis, si on est bien organisé, on doit pouvoir et on doit le faire. De toute façon. Et c'est pour ça qu'on a développé le e-learning, qui est quand même quelque chose qui permet de rester à l'officine, et notamment sur des formats extrêmement courts. C'est-à-dire que le PowerPoint, c'est fini. Aujourd'hui, c'est visuel, il faut que ça aille vite. Et voilà, et on a beaucoup de modules, en fait, 10, 15, 20 minutes, voilà, qui permettent d'aller très vite sur certaines formations. Alors moi je trouve que c'est un métier qui s'est pas beaucoup digitalisé. On voit qu'il y a beaucoup on manipule beaucoup de papier quand on est dans une pharmacie. On doit toujours se déplacer à la pharmacie pour avoir ses médicaments. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il y a une espèce de pharmacie 2.0 qui puisse émerger avec je sais pas, livraison des déjà des plus d'ordonnances papier. Je suis toujours fasciné quand je vais dans une pharmacie de voir toute cette manipulation de papier. Alors l'ordonnance numérique arrive, voilà, donc c'est une question de mois ou peut-être d'années. Et sur la partie, vous parliez donc de livraison, on a annoncé via Fédergie, donc qui est le syndicat dans lequel je suis vice-président, d'enseigne et de groupement, un accord avec la Poste pour monter ma pharmacie en France. Et ce qui veut dire que dans quelques mois, n'importe quelle pharmacie pourra aussi livrer à domicile les médicaments dont le patient peut avoir besoin. Ah, ça c'est génial. Exactement. Donc c'est une véritable évolution et c'est une plateforme conjointe avec les syndicats, les groupements et la Poste. Mais finalement, la pharmacie et le bar tabac, je ne les compare pas, mais c'est les commerces du dernier kilomètre en fait. C'est ça aussi qui font les cœurs de ville en fait. Alors on accompagne les gens du bar tabac après, on a des pastilles nicotiniques, on essaie de les accompagner sur le sevrage tabagique. Voilà, c'est un lieu de socialisation. Vous avez raison, complètement. C'est un lieu parfois de confidence, de partage, mais même de faire de vivre le cœur de ville. Exactement. Les mairies, il y a une pharmacie, c'est bon signe quand même. Tout à fait. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on est attaché effectivement à ce format de proximité. Alors, du temps où j'étais, donc j'ai repris Lafayette en 2012. Moi, j'ai été surpris de voir que certaines premières installations, en fait, les gens, et notamment les mairies, nous sollicitaient parce que le fait de mettre une pharmacie Lafayette dans les cœurs de ville, en fait, ramenait du trafic dans les cœurs de ville. Mais bien sûr, c'est sûr. Et quand on a 500 ou 600 clients jour, ce qui est le cas en moyenne d'une pharmacie Lafayette, ça amène beaucoup de fréquentation dans les centres-villes et ça redynamise les centres-villes. Et je voudrais revenir. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Alors, on a lancé la première formation en intelligence artificielle, ce qui donne l'immense avantage d'être beaucoup plus véloce et rapide pour produire les contenus de formation. Donc, nous, on cherche toujours une manière d'aller plus vite dans des formats courts, comme le disait Hervé. Donc voilà, donc là on l'a lancé justement sur les biosimilaires il y a quelques semaines. Ils avancent vite. Je voulais intervenir sur la digitalisation. Vous dites qu'on n'est pas très digitalisé. J'ai dit que c'était un des métiers qui s'est digitalisé. Il est désagréable, Nicolas Leroy. Le problème, je vous l'avais dit depuis le début. Ah oui, j'ai bien vu. Non, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que la pharmacie, c'est un métier extrêmement complexe. Souvent, les gens quand j'accueille des gens chez moi, ils se rendent pas compte. Tout est digitalisé maintenant. Par exemple, tous mes achats, par exemple, chez mon répartiteur, c'est automatique. Tous les jours, il y a de moins en moins de pharmaciens qui passent des commandes. Tout est digitalisé. Sur la partie compression veineuse, orthopédie, tout ce qui est toutes les passages de commandes se font en direct, sans que nous on sache. L'ordinateur détermine à chaque fois. Je vous parle aussi si vous en avez besoin ou pas, c'est ça. Oui, la e-prescription aussi. Et dernière chose, il y a aussi la vente en ligne de médicaments qui existe depuis maintenant 2012. Donc tout ça, c'est la digitalisation. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé Jouve, président de IJ31 et président de Fédergie. Merci beaucoup Stéphane Solinski, directeur général du groupe Pharmacie Lafayette. Merci beaucoup Cyril Tétard, que vous pourrez retrouver si vous avez à Villeneuve-d'Ascq la chance de le rencontrer, et vous l'embrasserez pour nous, et président de Pharmacia, le groupement d'achat pharmaceutique. Et dans un instant, mon co-animateur Philippe David, qui est de retour pour le football. Football, mais on va commencer, Cécile. On va commencer par notre première question. Ils ont gagné leur seconde Ligue des Nations. En 9 ans, 3 titres quand même, un championnat d'Europe 2016. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs, nous avait battus en finale. Et 2 Ligues des Nations. Vous pose cette question. Le Portugal est la meilleure équipe d'Europa. Est-ce que le Portugal est la meilleure équipe d'Europe? Moi, je dis oui. Ensuite, on va parler de l'équipe de France, parce qu'il y a quand même un goût d'inachevé. Cette défaite 5-4 contre l'Espagne, 2-0, une Mannschaft pas franchement brillante. Et on va se poser la question de qu'est-ce qu'il faut changer en équipe de France. Le milieu, l'attaque, la défense. On parlera ensuite du Ballon d'Or. C'est notre deuxième vote. Vous votez Yamal ou Dembélé?
ou quelqu'un d'autre. Venez nous le dire au 0826 300 300 et on va conclure avec les transferts parce que là ça bouge. Cherki a signé à Manchester City pour 5 ans cet après-midi. On parle de Barcola qui partirait peut-être au Bayern Munich qui en a fait sa priorité. Un Ukrainien de Bournemouth qui viendrait au PSG. Zabarny, un Ukrainien. Rashford à Marseille. Possible. Huysen a signé au Real Madrid aujourd'hui, le libéraux de l'équipe d'Espagne. Et on va parler également d'un prodige argentin, Franco Mastantuono, 17 ans. Le PSG le veut, mais lui, il veut le Real Madrid. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à voir. Il a aucun goût. Allez, merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Merci à notre équipe. Merci Maxime, merci Justine, merci Aude, merci Félix et merci Nelly. Et passez une belle soirée. Je vous laisse avec Philippe David et Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Quentin Fredon et évidemment Maxime Sénat. Et le monde entier derrière la radio. Allez, passez une très belle soirée. Salut.